Alors, bonjour à tous. Bienvenue à la formation d'aujourd'hui en situation d'échec avant même d'accéder à la formation en ligne. Ressources et stratégies pour contrer cet obstacle. L'atelier d'aujourd'hui est donné par Mme Rachel-Anne Normand du programme Formation à distance de la Coalition ontarienne de formation des adultes. Un gros merci bien entendu à Rachel-Anne pour son implication pour la formation d'aujourd'hui. Merci également à Patrimoine canadien et le Secrétariat québécois aux relations canadiennes du Québec pour l'appui financier pour nos ateliers 2019-2020 et nos tables d'échange. On remercie également l'équipe du CEDAF, dont François Dallaire, l'homme de l'ombre, qui s'occupe de l'enregistrement vidéo. Parlant de vidéo, si vous désirez recevoir le document, le clavardage et le lien vidéo suite à l'atelier, vous contactez refad@sympatico.ca. Je vais l'insérer à quelques reprises à l'intérieur du clavardage. On vous invite, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, utiliser le clavardage, oui, mais étant donné que l'outil Zoom nous le permet, prenez votre caméra, prenez vos micros et intervenez. Il n'y a absolument aucun problème de ce côté-là. Ceux qui n'ont jamais utilisé Zoom, très facile, descendez votre curseur, vous allez voir les boutons pour la manipulation du logiciel. Également, suite à la formation, on vous invite aussi à remplir les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Vous avez des questions, des commentaires, abusez du REFAD. On va se faire un plaisir de faire suivre le tout à Rachel-Anne. Et Rachel-Anne, la même chose, abuse de nous. Je vais me faire un plaisir de faire circuler l'information aussi vers les participants qui sont présents avec nous, ou même les personnes ressources qui poseraient des questions suite au visionnement du vidéo. Alors, je souhaite à tous une excellente formation et je laisse la parole à Rachel-Anne. Bonjour, merci beaucoup Alain. Petite question technique Alain, est-ce que c'est moi qui partage ma présentation en partage d'écran ou est-ce que tu l'affiches à l'écran? C'est toi qui partage. Excellent, super. Donc, je vais tout de suite commencer un partage pour que vous puissiez suivre avec moi. Donc, vous devriez en ce moment voir mon écran où vous voyez en situation d'échec avant même d'accéder à la formation. Si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, m'aviser. Tout va bien? Excellent. Excellent, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Rachel-Anne, comme le mentionnait Alain. Je travaille à la Coalition ontarienne de formation des adultes. Je travaille pour le programme de formation à distance. J'en suis la gestionnaire. On est une équipe d'environ 13-14 personnes ici à la COFA, dont la majorité travaille pour le programme de formation à distance. Si jamais tout au long vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis une personne qui aime utiliser une approche participative. Alors, je vais vous poser des questions en cours de route. Je vais vous demander d'utiliser soit votre microphone ou votre clavardage. Et si cela cause des problèmes, Alain, tu me feras signe et je changerai ma méthode. Donc, je suis très choyée d'être avec vous aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous touche à cœur à la coalition. On y a beaucoup réfléchi pendant les dernières années, beaucoup mis de nouvelles choses en place cette année. Et c'est ces choses-là que j'aimerais partager avec vous. Mais avant, j'aimerais vous parler un peu plus de qui on est pour que vous puissiez comprendre un peu plus notre background et voir d'où on vient et pourquoi on a mis en place ces choses-là. Donc, la COFA, c'est la Coalition ontarienne de formation des adultes. C'est l'organisme parapluie du programme ontarien francophone d'alphabétisation et formation de base. On est subventionné par le ministère du Travail, de la formation et du développement des compétences, un tout nouveau ministère qui vient de voir le jour là, 3-4 semaines. Avant, on était sous le ministère de la formation et des collèges et universités. Et puis, on a fait la transition vers ce nouveau ministère, là, peut-être un mois, comme je disais. Donc, le programme d'alphabétisation et formation de base a 3 autres volets. Il y a un volet pour les anglophones, un volet pour les autochtones et un volet pour les sourds et malentendants. On travaille tous avec le même curriculum, sauf qu'on a des publics précis. Alors, nous, ce sont les francophones en Ontario. Donc, la COFA est une voie qui va promouvoir l'alphabétisation et la formation continue partout au Canada et ailleurs dans le monde. On a un réseau de centres de formation pour adultes. Alors, on a 25 membres qui offrent environ 44 points de service partout en Ontario.
ces membres-là offrent la formation en présentiel. Alors, les apprenants se déplacent dans les centres pour recevoir cette formation-là. Et en tout, l'année dernière, l'année financière dernière, le réseau aurait servi 4000 apprenants francophones. Ce que la COFA est également, comme je mentionnais, et j'en suis la gestionnaire, c'est qu'on est un service, un fournisseur de services également. Donc, on a vraiment une belle situation parce qu'on est un organisme parapluie qui est là pour soutenir nos membres, leur offrir la formation, s'assurer de promouvoir le domaine, s'assurer d'aller chercher des recherches pour eux, faire des analyses, etc., mais aussi parce qu'on est nous-mêmes un fournisseur de services d'AFB, alphabétisation et formation de base. On est sur le terrain aussi, mais nous, ce qui est particulier, c'est que c'est par voie électronique. Donc, nous, on sert tout l'Ontario et le groupe culturel francophone, comme je disais. Alors, si je parle de programme FAD, c'est le programme de formation à distance. C'est notre fournisseur de services. Alors, nous, on offre la formation selon deux formats. On a le format en direct ou synchrone ou le format en apprentissage autonome qu'on appelle asynchrone. Alors, je vais faire du va-et-vient entre ces termes pendant la formation. Et ce qui est bien, vu qu'on a deux méthodes d'enseignement, deux différents outils, vous allez voir que le choix de nos outils, le choix de nos méthodes est réfléchi. Et ce que j'aimerais que vous reteniez de la formation, c'est que bien que nous, on œuvre avec une clientèle peu alphabétisée, ce que je propose aujourd'hui, c'est des propositions, c'est des suggestions, c'est ce qu'on a mis en place, c'est des réflexions qu'on a eues. Ce que je vous recommande, c'est de garder en tête que ce n'est pas que pour un public peu alphabétisé. Ça peut autant être mis de l'avant pour un public qui est au post-secondaire, par exemple, des gens qui sont encore au secondaire. Peu importe, une personne qui est en formation, on devrait tenir compte des choses que je vais mentionner aujourd'hui. Des fois, il y a des petits clichés qu'on a envers les gens qui sont au post-secondaire, qui n'ont pas besoin d'appui, que pour eux, même si c'est de la formation en ligne, ils se débrouillent très bien parce qu'ils ont un diplôme d'études secondaires avec eux et puis sont en train de faire un diplôme collégial ou universitaire. C'est un cliché, c'est faux. On peut être très, très fort dans une compétence, par exemple, très, très fort en français, très, très fort en mathématiques, en sciences, etc., mais avoir des petits défis, des petites lacunes du côté de la technologie. Et c'est un peu cette approche-là sur laquelle on s'est vraiment concentré, nous, pour s'assurer d'éviter la situation d'échec avant même de commencer la formation. Alors, je commence dans le creux de mon sujet avec une question, donc un scénario. Imaginez que vous êtes en situation d'échec avant même de commencer votre formation. Quelles pourraient être les barrières qui pourraient nous mettre en situation d'échec? Et quelles émotions pourrait-on vivre si on est en situation d'échec avant même de commencer la formation? Donc, je vous invite à répondre dans le clavardage pour que je puisse avoir vos réponses et les lire. Je serais très intéressée à savoir quelles pourraient être les barrières et puis quelles pourraient être les émotions qui pourraient survenir. Je vais juste arrêter mon partage d'écran ici parce que j'aimerais voir le clavardage en même temps. Puis je vais juste faire des petites manœuvres pour que je sois toute bien installée. Il y a beaucoup de réponses qui surgissent. C'est vraiment génial. J'aime vraiment ça. Donc, on a la peur, on a le manque de confiance en soi, la frustration, la honte, le malaise, l'anxiété, la panique. Oh, j'aime beaucoup une émotion qui ressort ici, l'impuissance, sentiment d'incompétence, le stress, le découragement. Alors, tout ça, la déception aussi, qui est une excellente, je trouve, une excellente émotion aussi. Donc, la panique, le désarroi. Ce sont des excellentes émotions. Maintenant, si je peux revenir sur quelles pourraient être les barrières. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'avant même que je commence ma formation en ligne, que je sois en situation d'échec? Alors, qu'est-ce qui pourrait causer problème? Quel obstacle pourrait-on avoir? Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on réfléchisse tout au long de la formation. Alors, allez-y, sortez vos réponses. Alors, ici, on a Isabelle qui nous dit le manque d'organisation, la gestion de temps, la lacune de manipulation des plateformes.
un vieil ordinateur que Mohamed mentionne, l'espace physique inadéquat pour la paisibilité, méconnaissance des sites web, retour aux études après plusieurs années. Ce sont toutes d'excellentes réponses. Mauvaise compréhension de la tâche à accomplir. Complexité de la plateforme que Lydiane ajoute ici. Donc, on voit que plateforme est revenue un petit peu quelquefois, les sites web. Donc, c'est très bien, c'est excellent comme réponse. On va revenir à ma présentation et puis je vais essayer de trouver un moyen de voir le clavardage en même temps que je partage mon écran pour ne pas avoir besoin de revenir. Peut-être que ça vous fait du bien d'avoir une petite pause et voir mon visage et pas tout le temps la présentation. Il y a le réseau Internet que Mohamed vient de mentionner ici qui est aussi intéressant à mentionner. Ici, j'ai Nicole qui ajoute les stratégies lacunaires en matière de recherche et d'utilisation d'informations. Et puis, on a Hussein qui disait le manque d'équipement. Toutes ces réponses sont excellentes et j'aimerais que vous gardiez ça en tête pendant la présentation. C'est vraiment de bonnes réponses. Donc, on a ressorti des barrières, on a ressorti des émotions. Alors, imaginez-vous maintenant que vous apprêtez à commencer votre formation, vous arrivez sur un site web ou sur une plateforme, vous vous demandez où cliquer. Ensuite, il faut voir combien de clics il y a à faire. Donc, imaginez, vous avez 5, 6, 8 clics à faire avant même de commencer votre cours. Comment vous sentez-vous à ce moment-là? Je suis certaine qu'il y a un peu de frustration ici, peut-être même un peu de confusion. On se demande, coudonc, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis en train de faire les bonnes choses? Où se trouve la formation? Comment fais-je pour pouvoir accéder là? Où dois-je cliquer dans le fond? Comment faire pour commencer? Alors ça, ce sont des questions que avec lesquelles j'aimerais que vous repartiez aujourd'hui. Quand on conçoit une formation, souvent on va penser au contenu comme tel. On va mettre tellement d'accent sur la pédagogie qu'on utilise, les méthodes d'enseignement, les techniques, etc., le contenu. On va s'assurer de varier les méthodes d'enseignement, les méthodes d'apprentissage, etc., les jeux qu'on met, on va rendre ça ludique, on va ajouter des badges, etc. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est le contenant. Si je ne suis pas capable d'arriver à ma formation avant même de commencer, ben c'est bien beau que le contenu est super bien fait, qu'on a tous les badges, qu'on fait tout pour me garder, mais si je ne suis pas capable de commencer, je suis en situation d'échec déjà là. Donc, c'est à ça que j'aimerais qu'on pense. Nous, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter des petites choses, des petites stratégies, des outils, et puis vous montrer aussi que on n'a pas besoin de payer cher. Des fois, on peut faire certaines choses gratuitement aussi pour pouvoir appuyer nos apprenants, pour éliminer cette barrière-là, pour qu'ensuite, ils puissent se concentrer sur le contenu et pas avoir de sentiment d'échec avant même d'avoir commencé. Donc, pour éliminer les barrières, voici des choses sur lesquelles on s'est penché ici à la COFA, puis je vais revenir plus en détail sur chacun de ces points. Donc, tout d'abord, il faut penser à la plateforme. Il faut que l'accès, pour accéder à la plateforme, soit simple. Donc, on a fait le choix que ce soit Moodle, que ce soit Canvas, Play-Doh ou Learn-Upon ou peu importe. Il faut que la façon que l'apprenant se rende à la plateforme, qu'il se connecte à ses cours, dans le fond, à sa formation, soit simple. Vous voyez ici, vous avez participé à une rencontre aujourd'hui. Il suffisait de cliquer sur un lien et puis un logiciel se téléchargeait si on ne l'avait pas déjà. Si on l'avait déjà, voilà, on cliquait sur le lien, on cliquait sur Join Meeting et on rentrait dans la formation. Donc, l'accès est simple. Ensuite, comme deuxième position ici, on a le choix de la plateforme. Donc, ou si vous voulez, en anglais, le Learning Management System ou LMS. Alors, est-ce que vous l'utilisez parce qu'il est gratuit? Ça, c'est certainement un point sur lequel on se penche comme organisme, mais est-ce le meilleur outil? Okay? Donc, il faut voir le retour sur nos investissements. C'est un mot que je vais utiliser quand même assez souvent pendant la présentation d'aujourd'hui. Des fois, ça vaut la peine d'aller payer peut-être un petit peu plus cher pour avoir quelque chose qui est plus convivial pour nos apprenants, qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir l'utiliser
à son plein potentiel, oui, mais qui vont être en mesure juste point de l'utiliser, savoir comment naviguer, comment aller consulter le contenu, faire les exercices, envoyer des travaux, etc. Donc, moi, je vais vous présenter notre choix de plateforme et un petit peu plus tard, je vais vous dire, je vais vous présenter les raisons pour lesquelles on a choisi cette plateforme-là. Maintenant, l'appui, c'est une autre chose à laquelle on a pensé, c'est l'appui pour accéder à la plateforme. Il ne faut pas penser que c'est hyper simple. Il faut s'enlever ça de la tête, que dire, ben voyons, c'est simple, c'est 2 clics, voilà, c'est comme ça. Avoir des outils pour appuyer nos apprenants, des outils qui sont variés. On a des personnes qui sont auditives, on a des personnes qui sont visuelles, on a des personnes qui sont kinesthésiques. Donc, pensez à elles quand on met en place cet appui et je vais vous présenter des exemples tantôt de ce qu'on a fait, nous, à la COFA. Ensuite, on a l'appui pour, accéder à la plateforme, mais maintenant pour naviguer dans la plateforme d'apprentissage. Donc, je suis connectée. Maintenant, où vais-je? Qu'est-ce que je fais? Je veux soumettre un travail. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais ça? Là? Je veux voir la rétroaction des formateurs. Où vais-je? Où se trouvent les rétroactions? Et puis, si je veux refaire mon travail, comment je fais ça? Donc, l'appui pour naviguer la plateforme. Encore une fois, je vous présente des exemples tantôt. Et aussi, il faut l'appui pendant l'apprentissage, okay? Qui se fait sous forme humaine, mais qui peut aussi se faire sous forme d'outils, de ressources que je vais vous présenter tantôt. Et nous, on est en train de vraiment se concentrer cette année sur le contact humain. Et maintenant qu'on sent qu'on a en place de bons outils pour appuyer du côté de la technologie, du côté de l'accès, de la navigation, etc., on est en train de se pencher sur l'approche humaine. Comment pouvons-nous mieux l'exploiter lorsqu'il vient le temps de la formation en ligne? Alors, je vais toucher sur ce point un petit peu vers la fin de la formation. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y aurait des questions? Si oui, n'hésitez pas à utiliser le clavardage. J'ai trouvé comment l'ouvrir. Alors, je vois les questions qui rentrent maintenant en temps direct. Alors, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez des choses à partager, comme Alain l'a dit, vous pouvez prendre la parole avec votre microphone. Donc, sinon, je continue. Donc, accès à la plateforme simple. Ça fait quelques années qu'on peaufine nos façons de faire. Et puis, justement, cet été, on a encore simplifié la façon d'accéder à notre plateforme. Maintenant, on est heureux de dire que l'apprenant se rend dans sa formation, dans sa plateforme en 2 clics. Donc, pour nous, je vais vous faire un autre partage d'écran ici, puisque je vais vous partager maintenant en temps réel pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc, ici, on devrait voir le site web qui ressemble un peu à ce que je présentais tantôt. Je vais juste m'assurer si quelqu'un pourrait juste m'écrire un petit oui dans le clavardage. Oui, merci Alain. Excellent. Et Laetitia, le contact humain, oui, on va revenir tantôt. C'est très intéressant, c'est très important en passant en formation en ligne. Donc, alors, nous, lorsque vient le temps d'accéder à la plateforme, on a décidé de simplifier ça, d'aller à la version la plus simple possible. On a 2 boutons qui se trouvent en haut de notre site web. Cours en direct, si c'est des cours synchrones, ou cours autonome, si c'est un cours asynchrone. Et là, vous vous dites, mais comment l'apprenant sait si c'est un cours en direct ou un cours autonome? Vous allez voir tantôt ce qu'on fait de plus pour l'appuyer, pour qu'il puisse savoir sur quel bouton appuyer. Donc, je commence, par exemple, pour les cours autonomes, on clique et puis ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Vous avez bien vu ici en haut, j'ai un nouvel onglet. Important d'ouvrir dans un nouvel onglet. Et pourquoi ça peut sembler tellement bête, c'est que si quelque chose arrive, puis on ferme l'onglet par erreur, on retourne à l'endroit où on était. Donc, l'apprenant a toujours son point de repère premier. Et vous allez voir que c'est tout le temps quelque chose qu'on a créé, que ce soit un document d'appui ou une ressource, ça s'ouvre toujours dans un onglet supplémentaire pour qu'on puisse tout le temps revenir à notre point de départ qu'on connaît pour sécuriser notre apprenant. Donc, si je reviens, on clique sur cours autonome, on entre nos informations de connexion qui nous ont été envoyées par courriel. Et nous, on garde ça en note parce que vous savez, des fois, on peut avoir des apprenants qui oublient leurs données de connexion. Alors, on a tout ça en note pour eux si jamais ils cliquent sur mot de passe oublié. Donc, on clique sur se connecter et à ce moment-là, paf, on est déjà dans la plateforme d'apprentissage. Maintenant, nous, ce qu'on a fait de supplémentaire, c'est quand la personne apprenante s'inscrit, on lui envoie
par courriel ses données de connexion, mais on lui envoie aussi une marche à suivre en format web. C'est un formulaire PDF qu'avant, on envoyait en pièce jointe dans un courriel. Mais on a décidé cet été, au lieu d'envoyer un lien web. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est que des fois, ben pas des fois, en fait, télécharger une pièce jointe d'un courriel demande des compétences. Et si l'apprenant n'a pas cette compétence, il est en situation d'échec. Il ne sait pas comment se connecter à la plateforme. Tandis qu'appuyer sur un lien web, c'est quelque chose d'instinctif. Et puis avec des tablettes, des téléphones, c'est facile. Avec un portable, même chose. Donc, on clique sur le lien et puis cette marche à suivre-là s'ouvre. Je vais aller en chercher une ici pour vous montrer. Qu'on a hébergé sur notre site web aussi au cas où l'apprenant voudrait y retourner. Donc, vous voyez, c'est un PDF que l'apprenant peut télécharger par la suite, peut imprimer aussi. Un PDF qui contient pas tant de mots que ça, avec plusieurs captures d'écran pour vraiment bien les guider. Donc, ici, on lui a dit, lorsqu'il s'est inscrit, on lui a fourni ses données de connexion. On lui a aussi ajouté un lien dans le courriel lui disant, voici la marche à suivre qui t'explique comment te connecter à la plateforme d'apprentissage. Donc, il clique sur le lien, il voit ça. Donc, première étape, il sait qu'il doit se rendre à ce site web. On a ici la capture d'écran pour qu'il puisse voir, OK, je suis à la bonne place. Donc, ça confirme pour lui qu'il a bien entré son adresse, bien suivi la consigne. Ensuite, on lui dit sur quel bouton. Donc, vous voyez, s'il aurait suivi un cours en direct, ça aurait été écrit cours en direct au lieu de cours autonome. Donc, on s'assure de ne pas donner le choix pour éviter les erreurs. Alors, merci Lucie qui dit clair, simple et visuel. C'est comme je vous disais, il faut penser à nos apprenants qui sont visuels. C'est très important pour eux. Puis, je vais vous montrer tantôt ce qu'on fait pour nos apprenants qui sont plus auditifs. Donc, voilà, ils cliquent. On leur dit maintenant, bon, vous serez redirigé, vous entrez votre courriel, votre mot de passe, vous cliquez sur se connecter. Et puis, on leur dit, voilà, on vous suggère d'écouter la vidéo Accéder à vos cours pour voir comment accéder à vos cours, pour savoir aussi comment naviguer au sein de la plateforme. Je reviens aux vidéos tantôt. Et puis, on donne d'autres indications sur, bon, voici tes cours, tu as la description, tu as accès à ton contenu. Et quand tu es prêt, tu cliques sur commencer et voilà, ta formation est commencée et c'est tout. Donc, 6 étapes, très simples, très, très, très clair, pas trop de blabla. On essaie vraiment de simplifier les mots. Et comme je vous disais, même si on est au postsecondaire, au collégial, le peu de mots, le peu de mots qu'on peut utiliser, faisons-le. Pourquoi aller écrire des phrases et des paragraphes quand ce n'est vraiment pas nécessaire? Donc, si je retourne à ma plateforme d'apprentissage maintenant ici, alors vous voyez, on a nos boutons ici, nos marches à suivre. Alors, ce qu'on a fait de plus pour nos personnes qui sont visuelles, auditives, c'est qu'on a créé des vidéos. Alors, si je clique ici, par exemple, sur marche à suivre et accéder au cours, encore une fois, un nouvel onglet qui s'ouvre et on accède à une vidéo qui va nous présenter. Vous n'allez pas entendre ce qui se passe dans la vidéo, mais c'est pas grave. Je vais juste vous montrer quelques petits bouts. Encore une fois, je vais juste sauter un petit peu plus loin. Donc, on guide avec encore des repères visuels. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend la voix. Là, vous ne l'entendez pas, mais on a quelqu'un qui dit « Défilez vers le bas, cliquez sur le bouton « Commencer ». Maintenant, cliquez sur le bouton « Commencer » à nouveau à droite. Et on donne des repères spatiaux. Juste dire ici, là, c'est pas assez. Donc, nous, on donne à gauche, à droite. Et on ajoute, comme je vous dis, les éléments visuels pour vraiment bien guider l'apprenant. Donc, je vais aller un petit peu plus loin. Ensuite, maintenant, on explique comment naviguer. On est rentré dans notre formation, comment on navigue avec ce qu'on appelle le player au centre. Donc, on leur enseigne comment utiliser les boutons pour naviguer d'une diapositive à l'autre. Ensuite, on leur montre également comment augmenter ou diminuer le volume de la narration, parce que dans nos cours, c'est pas juste de l'écrit, c'est vraiment animé. On a une voix d'un formateur, donc c'est comme si on était en salle de classe et que le formateur nous parlait. Alors, on guide l'apprenant sur vraiment là, presque tous les boutons qu'il y a pour qu'il puisse savoir comment utiliser la plateforme. Je vais continuer à avancer un petit peu ici.
on leur montre, par exemple, si vous avez une question, voici comment faire. Donc, vous voulez communiquer avec votre formateur, voici comment faire. Et regardez, je n'ai pas besoin de sortir de mon cours. Je vais laisser la vidéo rouler dans quelques instants, mais remarquez que je n'ai pas besoin de sortir de ma formation pour communiquer avec mon formateur. Je sais que dans certaines plateformes d'apprentissage, il faut sortir de la formation, aller dans un endroit de messagerie pour écrire son message. Et ça peut être un petit peu taxant de partir, revenir. C'est des clics de plus. On se perd où on était rendu dans notre contenu. On peut perdre le fil de notre pensée aussi. Alors, notre plateforme qu'on utilise qui s'appelle Learn Upon, que je vais écrire ici dans le clavardage, qui est une plateforme irlandaise qu'on adore beaucoup parce qu'elle est très, très simple. Les boutons sont faciles d'accès. Tout est bien pensé, à mon avis, à notre avis. Donc, vous voyez, pour écrire un message, on clique sur le bouton et remarquez, la formation est encore là au centre, donc elle ne disparaît pas. Donc, voilà. Maintenant, on est rendu à la partie de « OK, vous avez un devoir à soumettre, on va vous indiquer comment faire un devoir. » Et ce qui est génial avec cette plateforme-là aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de sortir de notre formation pour faire un devoir. Le devoir suit automatiquement le module d'enseignement. Je sais que dans certaines plateformes, des fois, il faut naviguer, il faut aller télécharger un document, il faut aller cliquer ici, etc., téléverser un fichier, etc. Tout est fait ici dans la même fenêtre. Donc, on a les détails qui sont dans un onglet qu'on peut voir détails du devoir. Et puis, quand on a lu les détails du devoir, on clique sur vos réponses notes et on peut aller écrire notre travail. Et si on veut revenir aux détails, on clique sur détails et puis ce qu'on a écrit dans nos réponses reste là. Donc, si je voulais, je vais juste reculer un tout petit peu ici. Si les apprenants le désirent, ils peuvent téléverser un fichier. Si vous regardez juste au haut de la flèche rouge, on dit ici qu'on peut téléverser un fichier. Donc, on a des apprenants, par exemple, au lieu d'écrire leur réponse dans la fenêtre, vont nous envoyer un document Word, par exemple, ou un autre type de fichier qu'on peut par la suite corriger, consulter, corriger et téléverser nos propres commentaires par après. Donc, tout se fait à la même place, pas besoin de sortir. Si je veux revenir dans mon module, à la gauche, comme vous voyez, à la gauche, il y a la table des matières. Donc, on peut revenir à la formation si on a besoin pour pouvoir produire notre devoir. Et la prochaine étape de la vidéo, ça va être les rétroactions. Donc, ici, on enseigne, bon, vous voulez voir la rétroaction de votre formateur, voici comment faire. Vous accédez à votre messagerie. Vous accédez au message, vous cliquez sur le nom du cours et ici, on les guide pour leur dire, vous voyez ici tous les modules, toutes les évaluations du cours et on encourage fortement les apprenants à aller consulter toutes les rétroactions, même si les rétroactions, si on voit qu'une évaluation est réussie, on encourage quand même l'apprenant d'aller voir la rétroaction parce que cette rétroaction-là peut les appuyer pendant leur formation. Alors, vous voyez, quand on parlait d'appui pendant l'apprentissage, ça aussi, c'est important. Donc, de ne pas seulement se concentrer sur les évaluations à refaire. Vous voyez, peut-être en ce moment, c'est peut-être un petit peu trop petit, peut-être que vous voyez, mais on a le mot « rejeter ». Malheureusement, c'est un mot qui est créé par la plateforme d'apprentissage. On a essayé de faire changer le mot parce qu'on trouve rejeter quand même un mot un petit peu fort. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est qu'on se concentre là-dessus. Même si c'est quelque chose qui peut sembler banal, on s'est concentré même sur le choix de mots qui est utilisé. Donc, et puis malheureusement, on n'a pas gagné notre cas pour ça, mais pour le reste de la traduction, parce qu'on a quand même fait changer des petites choses, on a gagné, mais pas sur ce bouton-là. Donc, pour consulter les rétroactions, donc on clique sur les commentaires. Et ce qui est bien, encore une fois, tout est au même endroit. Alors, on voit les commentaires du formateur et puis
je vais juste avancer ici. Et si on veut réécrire notre travail, on clique sur vos réponses notes qui est juste à côté, puis on peut toujours faire des va-et-vient entre les réponses et les commentaires. Donc, tout est à la même place. Et quand c'est terminé, on clique sur soumettre devoir. Donc, voilà, je suis rentrée un peu dans mon point qui parlait de le choix de la plateforme. Alors, je vais revenir ici à ma présentation PowerPoint. Puis, je vais revenir. Donc, ici, vous voyez, donc le choix de la plateforme. Nous, on l'a choisi parce qu'elle était conviviale. Elle est simple. Le design est épuré. Et ce qui est fun aussi, c'est qu'on peut personnaliser. Donc, on peut décider. Ici, vous voyez la fenêtre où on voit DFQC, le groupe nominal. Cette fenêtre-là, on peut la faire plus grande, on peut la faire plus petite si on veut. C'est nous qui décidons des genres de dimensions qu'on veut. Les outils de communication, comme je vous ai montré, sont simples, sont juste à côté. C'est facile d'aller d'y accéder. On peut personnaliser avec nos propres couleurs. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment, vraiment simple. Je vais retourner sur la plateforme pour vous la montrer encore en temps réel. Donc, comme on peut voir ici, il n'y a pas de flafla. On descend, on a nos cours ici. On a un petit peu d'informations à la gauche qui nous disent combien de cours, à combien de cours on est inscrit, combien de cours on a terminé, combien d'évaluations en attente avant nous, combien de parcours d'apprentissage avant nous. Donc, ça guide l'apprenant aussi. Il y a des repères visuels pour lui pour savoir, ah oui, OK, donc j'en ai terminé 2, il m'en reste 10, mon formateur est en train d'en corriger 1. Donc, des repères pour lui qui peuvent être sécurisants. Et puis, on a les cours qui sont ici. Et ce que je vais faire, c'est que j'aimerais aller vous montrer un élément. Donc, si je rentre dans mon cours ici, je vais revenir, par exemple, à mon module 1. Un autre élément qu'on a ajouté pour de l'appui pendant l'apprentissage, c'est un document d'appui. Donc, ce que j'entends par document d'appui, c'est un document qui, bien, pour nous, un document d'appui, ça pourrait être un tableau de conjugaison, si vous voulez, ça pourrait être des règles de mathématiques, etc., selon votre matière. Nous, nos documents d'appui, c'est un résumé de la matière et cela se trouve juste en bas. Donc, on est dans notre cours juste en haut, on défile vers le bas et on a accès à notre document d'appui qu'on peut faire imprimer, qu'on peut télécharger, etc. Donc, on n'a pas besoin de se balader partout dans la plateforme pour le trouver. Il est vraiment juste là, sous la fenêtre, et on peut le consulter à tout moment. Il est là à tous les modules. Et puis, si on a des éléments qui sont différents d'un module à l'autre, eh bien, c'est également ajouté. Donc, notre plateforme nous permet d'ajouter des documents en appui à notre cours. Rachel-Anne, Oui, il y a une question dans le clavardage. oui, je viens d'avoir. Oui, Lucie Haché, je vais dire les questions tout haut pour les gens qui vont voir la vidéo plus tard. Dans votre choix de Lucie Haché du CNB, dans votre choix de plateforme, avez-vous comparé les options de LearnUpon avec d'autres LMS? Oui, oui, bien sûr. C'est sûr qu'avant, on était avec une autre plateforme. Et puis, les expériences des apprenants, les formateurs, on travaille beaucoup en formation mixte avec des centres de formation en présentiel qui vont demander à leurs apprenants de faire de la formation en ligne pour développer leurs compétences en technologie, mais pour aussi bonifier leur parcours d'apprentissage. Donc, les commentaires n'étaient pas positifs à ce sujet-là. Et le plus gros commentaire qui venait, c'était « c'est compliqué ». C'est compliqué. Où on clique, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien non compliqué, c'est bien non difficile. Ça peut pas être plus simple? Oui. Oui, ça peut être plus simple. Donc, c'est important de faire du magasinage quand vient le temps des plateformes. Et comme je disais tantôt, retour sur investissement, peut-être qu'il y en a une qui est un petit peu plus chère, mais peut-être que ça vaut la peine en bout de ligne. Et j'ai une autre question ici de Nicole qui dit, avez-vous pu évaluer l'impact de vos initiatives sur la satisfaction des étudiants ou leur taux de réussite? Oui, absolument. Parce que toutes ces initiatives-là, en gros, nous, c'était pour la rétention d'apprenants, la satisfaction, absolument. Mais la rétention aussi, on avait des apprenants avant qui commençaient la formation et qui ne la terminaient pas ou qui s'inscrivaient mais qui n'arrivaient pas à la commencer. Donc, nous, on a vu notre taux vraiment augmenter vraiment, je vais employer un anglicisme, drastiquement, pour vraiment mettre le point sur le mot. On est passé, là, je vous dirais,
Les abandons sont très rares. On est rendu à 90% de taux de rétention de nos apprenants. Puis, il y a d'autres éléments aussi qu'on a mis en place que je vais vous montrer tantôt, surtout pour les cours synchrones, pour appuyer les apprenants. Donc, c'est quand même un gros saut. Nous, on est très satisfaits de ça. Il fallait aller appuyer nos apprenants. Il faut aller vers eux. Il ne faut pas attendre qu'eux viennent vers nous pour nous dire qu'ils ont des problèmes. Ils ne vont pas nous le dire. Ils vont abandonner, c'est tout. Donc, c'est à nous d'aller découvrir, d'aller faire des consultations avec nos partenaires, d'aller chercher, d'aller étudier les commentaires aussi dans les sondages de satisfaction, puisque nous, on a des obligations avec notre ministère, certes, mais le sondage de satisfaction, c'est quelque chose qui est important à nos yeux, d'aller récolter les commentaires des apprenants, d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne, d'aller voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, d'aller chercher leur rétroaction. Puis nous aussi, on est des gens apprenants, on va suivre d'autres formations, on fait plusieurs webinaires, plusieurs ateliers, mais quand je dis qu'on suit d'autres formations, c'est qu'on suit nous-mêmes des formations en ligne et on apporte nos connaissances à ça. On est une équipe vraiment qui mise beaucoup sur l'amélioration continue. Alors, on est tout le temps en train de modifier nos systèmes. Peut-être que l'année prochaine, vous arriviez puis vous verrez qu'on a réussi à se connecter à la plateforme, l'imbriquer dans notre site web, tu sais, quelque chose comme ça. Donc, on cherche toujours des façons de s'améliorer. Alors, c'est ça, j'étais rendue aux documents d'appui. Alors, les documents d'appui, encore une fois, sont sous la fenêtre. Ah oui, une chose que je voulais vous montrer, c'est que notre plateforme est responsive, comme on dit en anglais. Donc, si vous voyez ici, je l'ai minimisé. Si je l'agrandis, alors le tout suit. Donc, ça, c'est important puisque des fois, on peut être sur une tablette, un cellulaire, un écran de 27 pouces versus un écran de 14 pouces, etc. Donc, c'est important c'est rien de pire. Quand je vais vous raconter une anecdote, j'étais en train de faire du magasinage en ligne, j'étais très fière. J'ajoutais mes choses au panier. Quand même eu le temps de consulter mon panier pour enlever des choses, parce que j'étais sur mon cellulaire et puis que j'étais sur ma disposition verticale, je ne pouvais pas accéder à mon panier. Je ne pouvais pas aller supprimer des articles. Donc, ça fait en sorte que ce magasin-là a perdu mon achat. Donc, je me suis frustrée, je me suis tannée. Alors, c'est ce qu'on ne veut pas de nos apprenants. Ici, j'ai une autre question qui dit, est-ce que le changement de plateforme d'apprentissage ou le fait d'avoir fait des tutoriels et des documents d'appui augmente la rétention à l'apprentissage? Alors, moi, je peux répondre que oui. On est la preuve que oui, surtout en fait de rétention, mais l'apprentissage aussi. Puis on a même pensé, puis je vais vous arriver à un point tantôt, là, je saute un peu vers l'avant, mais c'est pas grave. On a aussi pensé à la façon dont on conçoit nos cours. On les fait plutôt en micro-formation pour que l'apprenant ait le sentiment de « OK, yes, j'ai fini quelque chose ». C'est que il va avancer à ses yeux beaucoup plus rapidement en ayant des formations un petit peu plus courtes qui peuvent terminer un petit peu plus rapidement. Donc, des fois, il s'agit de scinder une notion en 2 mini-cours au lieu de remplir ça dans un cours. Et puis, les documents d'appui qui sont importants pour aller des fois juste réexpliquer sous une autre forme ce qu'on vient d'apprendre. Donc, je vais poursuivre vu qu'il n'y a pas d'autres questions. Je pense que c'est pour ça pour notre plateforme d'apprentissage asynchrone. Maintenant, un autre défi qu'on avait, c'était notre… Rachel-Anne? Oui. Excuse-moi, Rachel-Anne, il y avait eu un ajout dans le clavardage du Cégep d'Abitibi-Témiscamingue. Alors, c'est la planification et les guides qui sont importants? Alors, si je remets la question, c'est la planification et les guides qui sont importants. En fait, pour moi, je dirais que tout ça forme un tout. C'est qu'il faut penser à plusieurs aspects. Alors, puis la planification, dans le fond, je trouve que c'est au cœur de tout parce que quand on planifie bien notre accès, notre navigation, notre appui pendant, que les outils sont bien faits, tout ça va faire en sorte que ça va être un tout, que ça va jouer positivement sur l'expérience de l'apprenant. Donc, il faut se concentrer, à notre avis, il faut toucher différents plans pour pouvoir offrir une expérience satisfaisante aux apprenants sur différentes composantes. Là, je suis pas en train de vous dire, allez faire tout ça, tout de suite, tout en même temps. Non, nous, on a fait des petites choses à la fois. Comme je vous dis, cet été, justement, on a changé la façon de se connecter à la plateforme d'apprentissage. Donc, ça peut sembler gros. Pour le moment, ça peut sembler imposant, mais je pense que si j'aurais une suggestion à vous faire, une recommandation, ce serait d'y aller doucement, une chose à la fois.
et puis de continuer à s'améliorer, d'aller chercher surtout les commentaires des apprenants quand on fait un changement, d'aller voir est-ce que ça a valu la peine, est-ce que le retour sur investissement a valu la peine. Donc, de ne pas tenir pour acquis que, OK, ben là, ça marche, c'est beau, c'est bien. Non, d'aller vraiment chercher, faire des groupes de discussion avec eux, des focus groups, comme on peut dire, d'aller aussi, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens qui sont sur place, on travaille en formation mixte, on a des formateurs qui sont à côté, ben, eux peuvent nous dire, ben, le non-verbal, quel était-il? Sinon, on peut se déplacer, nous, pour aller voir qu'est-ce qui se passe, juste pour voir vraiment dans une salle de formation, quand l'apprenant suit sa formation, son non-verbal, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il semble à l'aise? Est-ce qu'il semble en confiance? Ou est-ce qu'il semble très stressé, qu'il est en train de regarder partout, qu'il ne sait pas cliquer, qu'il manipule sa souris avec un peu de stress, etc. Donc, d'aller voir non seulement les commentaires, mais l'attitude que l'apprenant a aussi. Ça demande du temps, mais encore une fois, comme je dis, retour des investissements, c'est quelque chose qu'il faut juger. Alors, une autre question ici, est-ce que c'est la plateforme ou plutôt le contenu, notamment la présentation du contenu, la simplicité à l'accès au menu qui a augmenté la rétention? En fait, ce que je dirais, c'est plutôt la présentation, la simplicité de l'accès qui a augmenté la rétention. C'est tout nouveau, là, la façon qu'on est en train de changer nos cours en mini-formation, c'est tout nouveau. Ça apporte une autre vague de changement. Mais pour nous, ce qu'on a vraiment vu, ce qui a fait augmenter la rétention, c'est tous les outils qu'on a mis en place pour appuyer le soutien technique, entre guillemets, que je peux dire. Pour nous, pour le moment, c'est ça. Notre deuxième vague, c'est les micro-formations, puis notre troisième vague, le contact humain, que je vais arriver tantôt. C'est une autre façon qu'on va voir si on peut maintenant juste continuer d'améliorer l'expérience de l'apprenant. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais revenir à ma présentation ici. Alors maintenant, en fait, non, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite vous amener sur mon site web. Donc, je vous ai parlé maintenant des cours autonomes. Maintenant, je vais vous parler des cours en direct, des cours synchrones. Donc, c'est le même processus. On clique sur un bouton, clac, on arrive dans l'endroit où on entre nos données de connexion. Et puis, quelque chose d'intéressant qui peut sembler banal, mais c'est que, je vous le partage quand même, une petite anecdote, c'est que pour nous, on a décidé que le nom de connexion de l'apprenant, peu importe s'il suit des cours autonomes ou des cours en direct, ça va être le même. Donc, même mot de passe, même nom de connexion. Avant, ce n'était pas le cas puisque nos plateformes nous demandaient différentes formules. Et puis, on a réussi à avoir la même formule que c'est un courriel pour les deux. Comme ça fait moins de données à l'apprenant à se souvenir. Donc, ça peut sembler banal, mais c'est important pour notre apprenant. Donc, un clic, on entre dans notre portail et puis notre apprenant aurait toutes les formations auxquelles il est inscrit. Plus il y a de formations qu'il désire suivre, plus il y aura de noms de cours. Ici, il y en a beaucoup puisque je suis administrative et puis j'ai tous les cours. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il clique sur, ici, il y aurait le mot, par exemple, assister, et il clique dessus, et puis, boum, il va entrer dans sa plateforme d'apprentissage à ce moment-là. Donc, je vais fermer ici parce que je pense que c'est un cours actuel. Mais bon, il entre là, et si jamais il veut visionner des enregistrements, c'est très simple, il clique dans la case enregistrement, on clique sur liste, et puis on a la liste des enregistrements. Donc, je vais aller en chercher un que je sais qui a été donné plus d'une fois. Donc, si je vais ici, dans gestion des conflits, je pourrais voir, évidemment, hein, là que je cherche. Je pense que Microsoft Outlook, ici, j'aurais des enregistrements. Donc, on clique sur jouer et puis on a l'enregistrement. Donc, on peut revoir un cours si on était absent ou on peut juste réviser une notion si on veut. Donc, encore une fois, on a des documents pour pouvoir appuyer nos apprenants. On a le document ici PDF, encore une fois, très simple avec des captures d'écran qui va démontrer à l'apprenant comment faire pour se connecter. Vous voyez ici les mêmes étapes.
Et on est en train de travailler en ce moment sur une vidéo qui va leur enseigner comment utiliser la plateforme. Donc, oui, à chaque début de cours, le premier cours en direct, le formateur présente les outils de la plateforme, s'assure que les gens savent comment écrire sur la diapositive, comment aller lire le clavardage, etc. Mais on a fait une vidéo aussi pour appuyer si les gens veulent le consulter avant même de se rendre à la première séance. Alors, j'ai une Rachel, question ici. Oui. oui, c'est ça. Rachel, on avait une question de Kim Burton, cégep de Trois-Rivières. Est-ce que vous auriez pu utiliser NerdUpon pour ajouter ou intégrer votre plateforme synchrone? Oui, en fait, on a exploré cette option-là et puis LearnUpon, à ce jour, ne permet pas de faire des cours synchrones. Je pense que quelque chose comme Desire to Learn, D2L le fait, d'autres plateformes le fait, mais nous, non. Et en plus, on a d'autres composantes, vu qu'on est subventionné par un ministère, notre plateforme de cours en direct nous est offerte gratuitement aussi par un organisme, donc on se sert de cette plateforme-là. Puisqu'elle est gratuite aussi. Mais c'est certain qu'on a exploré parce que ça aurait été trop génial de tout avoir au même endroit. Ça aurait été encore moins de clics, etc. Ça aurait été vraiment génial, mais pour le moment, LearnUpon ne l'offre pas, malheureusement. Oui, donc Lucie qui confirme que D2L le fait. Oui, oui. Donc c'est cela pour ça. Si je fais ça ici, je ne pense pas qu'on voit ma présentation PowerPoint. Alain, tu me confirmes, on ne la voit pas. Hein? Excellent, OK. Donc, je vais faire ça ici. Donc, OK. Donc, ce que maintenant je vais aborder, c'est un outil de dépannage technologique. Alors, on s'est dit, ça serait le fun d'avoir une genre de foire aux questions où les apprenants pourraient aller sur notre site web, puisque parfois les apprenants sont gênés, ne vont pas vouloir nous appeler, nous écrire, nous poser leurs questions. Alors, on se dit, OK, ben, on pourrait créer sur notre site web un endroit où il y a un bouton Aide, où on clique sur ce bouton et puis on a déjà une liste de questions euh, qu'on peut aller consulter. Donc, je vais vous la partager ici pour que vous puissiez voir. Et on a varié nos façons de faire dans cet outil-là. On a parfois des vidéos, parfois du texte, parfois des comment dire, des PDF. Alors, et si le problème n'est toujours pas, si on n'arrive pas à le résoudre, ben on peut toujours prendre un rendez-vous et puis parler avec notre technicien. Puis je vais parler de notre technicien tantôt parce que ça aussi, ça a été un gros facteur dans notre taux de rétention et de réussite de nos apprenants. Donc, si par exemple, ici, je voudrais avoir, j'aurais des questions pour mes cours autonomes, on a essayé de penser à toutes les questions qu'on nous pose et puis aller vers le devant, donc aller fournir des réponses déjà. Donc, OK, je suis connectée à la plateforme et je ne vois pas mes cours, qu'est-ce que je fais? Donc, ici, on a une petite vidéo qui s'affiche directement dans la page et puis on peut aller consulter et voir les étapes en temps réel. Voici comment faire pour pouvoir accéder à mes cours et puis aller voir mes cours, par exemple. Une autre question qui nous revient souvent, c'est les accents, les fameux accents, surtout que nous, on offre des cours de français et puis on est pointilleux là-dessus parce que c'est du français, on va enseigner les gens à bien écrire. Alors, si l'apprenant n'a pas un clavier en français et ne fait pas ses accents, bien, pour nous, on considère ça comme des erreurs parce qu'on veut apprendre des bonnes pratiques aussi. Alors, on a se dit, bien, tiens, on va faire une vidéo qui vont leur montrer, OK, bien, voici comment changer la langue de votre clavier pour que vous puissiez avoir un clavier en français. Donc, voilà, on a différentes questions. Comme je disais, vidéo, des fois ce sont des PDF, des fois ce sont du texte, juste directement du texte. Si je reviens, je pense qu'à cette question ici, on a une réponse. Donc, je ne trouve pas mon nom de connexion, mon mot de passe ne fonctionne pas, ce qui arrive souvent. Donc, on leur rappelle d'aller voir le courriel, sinon, ben, communiquer avec nous, puis on rappelle les informations pour savoir où communiquer avec nous. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'outil de dépannage qui vient tout juste de sortir. Alors, je ne peux pas vous partager les retombées immédiates de ça,
mais on espère que ça va nous aider. Et ce qu'on va faire, bien sûr, c'est pas juste le laisser là, mais quand l'apprenant s'inscrit, c'est de lui envoyer dans son courriel, le premier courriel où on lui donne ses données de connexion, lui dire si à tout moment tu as des questions, visite la section aide et vois si la réponse est là, sinon communique avec nous. Donc, le contact humain. Le contact humain, comme je vous dis, c'est quelque chose qu'on commence à explorer, qu'on a mis en place il y a quelques années, mais qu'on commence à vraiment l'approfondir. Chez nous, on n'est pas un numéro. Chez nous, vous êtes une personne. Il n'y a rien de plus plate qu'être à quelque part puis sentir comme si on ne vaut rien. Tu sais, quand on va chez le médecin, puis on est tout pompé, on a hâte de parler de notre condition, et puis on a comme l'impression que notre médecin, il veut juste rentrer du monde puis sortir du monde, puis notre rendez-vous dure 2 minutes, puis on sent comme si on n'a pas eu la chance de communiquer ce qu'on avait à communiquer, on n'a pas eu la chance d'avoir eu un contact avec notre médecin, et pourtant c'est notre santé. Alors nous, on s'est dit, ben, on veut que les gens sentent ce contact-là chez nous. Donc, quand tu t'inscris, Yasmine, notre adjointe administrative, communique avec les apprenants par téléphone. Oui, il y a beaucoup de courriels qui sont employés, mais on veut ajouter cette petite touche humaine-là pour qu'elle puisse déjà commencer à répondre à des questions, apaiser des sentiments d'anxiété des fois qu'il peut y avoir, de stress, répondre à des petites questions banales, s'assurer que l'apprenant a l'équipement nécessaire pour commencer la formation. Donc, comme je vous disais, oui, ça peut être beaucoup, c'est une ressource humaine, c'est de l'argent, retour sur investissement. Pour nous, on trouve que ça vaut la peine de faire ça. Puis on a aussi ajouté une aide commis, puisque plus d'apprenants on sert, plus de temps ça demande. Donc, on a ajouté une aide commis qui est là pour appuyer Yasmine dans ses tâches. Donc, vraiment, un bon outil pour apaiser les craintes, diminuer les inquiétudes au début, répondre aux questions, veiller à ce que tous les morceaux soient en place avant de pouvoir commencer la formation. Puis, elle envoie les données de connexion avec les marches à suivre. Ensuite, on a nos formateurs qui sont là. Nos formateurs communiquent avec les apprenants. Il y a toujours une communication avec l'apprenant. Ce n'est pas que la plateforme d'apprentissage qui communique avec l'apprenant. C'est vraiment, c'est pas juste comme, hey, tu as passé, non, tu as ton formateur qui va communiquer avec toi. Il va être là quand tu fais ton évaluation diagnostique, qui va évaluer tes besoins, qui va communiquer son analyse, qui va recommander des cours à l'apprenant. Il y a des appels téléphoniques qui se font. Des fois, ça, c'est des échanges courriels aussi, qui va appuyer pendant l'apprentissage. Donc, à la fin des cours, par exemple, de nos cours de français, à la fin d'un cours au complet, il y a une tâche d'écriture parce qu'on veut qu'il y ait un contact entre l'apprenant et puis le formateur. On veut pas, surtout avec le français, on veut pas que ce soit juste des examens ou ce que c'est, tu sais, passe, échec ou passé, des vrais ou faux, etc. Oui, on a ça comme exercice formatif pendant notre formation, mais on trouve que le sommatif pour vraiment évaluer les apprentissages, vraiment mieux guider les apprenants dans la suite de leur apprentissage, que le contact humain est important. Donc, ici, il y a une correction qui est faite, il y a une rétroaction qui est envoyée par le formateur, il y a un échange qui se fait entre l'apprenant et le formateur. Et puis, on propose des séances individuelles aux besoins. Donc, des fois, je vois mes formateurs qui sont en conférence Zoom, par exemple, avec un apprenant pour pouvoir aller plus en profondeur sur une notion à apprendre. Donc, un ajout qu'on a fait, et on essaie aussi de penser, qu'on va peut-être explorer ça l'année prochaine, mais d'ajouter encore plus une touche humaine, c'est d'avoir une petite vidéo où nos formateurs, ça c'est une idée qu'on a eue à la suite d'un atelier qu'on a suivi avec le REFAD cet été, justement, ou il y a peut-être 2 mois, je pense, qu'il y avait quelqu'un qui avait mentionné qui se présentait à ses apprenants, puis on a trouvé ça vraiment cool. Puis on s'est dit, tu sais, transposer ça en ligne, c'est important. Donc, une petite vidéo. Vous direz, hey, salut, mon nom c'est Hussein. Moi, j'aime beaucoup jouer de la guitare. J'aime beaucoup lire. C'est moi qui vais être ton formateur pendant la durée de ta formation. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas, voici mon adresse courriel. Donc, comme ça, l'apprenant a un visuel de son formateur et sent que c'est un humain, que c'est pas une machine qui est juste là. Ensuite, ce qu'on a ajouté dernièrement, dans les 2 dernières années, c'est Nicolas. Alors, Nicolas, c'est notre technicien. Alors, nous, notre philosophie, c'est on va vers les apprenants. Au lieu de les laisser venir vers nous lorsqu'il y a des problèmes, c'est que nous, on devance la chose et on va vers eux. Donc, Nicolas est là. Donc, s'il y a un cours en direct, par exemple,
Et puis, il est censé commencer à 13 heures. Il est 13h05. Et puis là, Nicolas est dans la formation. Donc, le formateur est là, est prêt à livrer sa matière. Nicolas est là aussi. Et Nicolas a la liste des participants. Nicolas fait ah, tu vois, Eba n'est pas connectée encore. Donc, Nicolas va appeler Eba. Hey, salut Eba, tu as un cours à 13 heures. Est-ce que tout va bien? Non, en fait, j'ai de la difficulté. Il y a un pop-up qui apparaît sur mon ordinateur. Je ne sais pas quoi faire. J'ai de la difficulté. J'ai suivi les marches à suivre, mais parce que des fois, on sait, avec la technologie, il peut y avoir des petites exceptions, des petits bugs. Alors, Nicolas est là, peut envoyer une demande avec TeamViewer, peut voir ce qui se passe à l'écran de l'apprenante pour pouvoir la guider, pour télécharger les outils, s'assurer par exemple qu'un microphone fonctionne bien pendant un cours, que les écouteurs fonctionnent bien, etc. Donc, c'est ça. Il va, au lieu d'attendre que Eba nous écrive un courriel, nous appelle pour dire j'ai de la misère à me connecter, parce qu'Eba ne le fera probablement pas. Nicolas va aller, il va appeler. Ça libère le formateur. Le formateur peut commencer sa formation. Il y a l'enregistrement qui est là. Donc, la personne peut le consulter et ne pas rater de matière. Donc, c'est ça. Il fait du dépannage et du soutien technologique en temps réel. Il va approcher les apprenants et puis, en tout temps, s'il y a des questions entre, il va être là. On a même commencé à communiquer avec les apprenants avant le jour de la formation pour dire hey, as-tu essayé de télécharger la plateforme? Est-ce que ça va bien? As-tu éprouvé des problèmes? Surtout quand on travaille avec des centres ou des employeurs ou des groupes, on va s'assurer que tout le matériel est en place quand on le peut. Pour pouvoir bien livrer la formation. Alors, je vois que j'ai un commentaire ici dans le clavardage que je vais prendre le temps de lire. Votre présentation est en lien avec un des thèmes d'un projet de capsule vidéo à l'intention des enseignants du réseau collégial. Serait-il possible d'avoir accès aux résultats que vous avez obtenus à propos de l'impact de la maîtrise d'un environnement de travail convivial? Oui, absolument, Nicole. Donc, si vous voulez entrer en communication avec moi, après la formation, on pourra communiquer puis s'échanger des données. Donc, j'ai envoyé mes coordonnées. Nicole, je vous les ai envoyées en privé. Donc, je vous ai envoyé ça. Donc, c'est ça. Donc, je reviens avec le contact humain. Comme je vous dis, on est en train de développer ça davantage. On a suivi des formations dernièrement. On a des idées qui nous trottent en tête pour voir comment on développe l'approche humaine avec nos apprenants quand on est en ligne. Comment on leur fait sentir que c'est pas un robot, qu'ils sont pas toutes seules, qu'on est là. La vidéo, c'est une idée qu'on a eue. On a d'autres idées aussi qui nous trottent en tête. C'est quelque chose sur lequel on va se concentrer l'année prochaine. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on a en fait de contact humain. S'il y a des questions à cet effet-là, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage, des commentaires aussi. Allez-y. Si vous voulez prendre la parole aussi, vous le pouvez. Alors, non, une question ici qui dit vous donnez des cours seulement le jour? Non, en fait, on donne des cours matin, après-midi, soir, pas le vendredi. Le vendredi, on n'offre pas de cours et c'est une décision qu'on a prise en équipe. On a décidé de ne pas offrir de cours les vendredis pour qu'on puisse se perfectionner nous-mêmes, prendre le temps de faire nos suivis dans nos dossiers. Et puis ça aussi, c'est un autre élément qui a ajouté avec la rétention. Plus on est dans notre train-train quotidien, plus c'est facile d'oublier quelqu'un qui est en train d'avancer puis qui peut-être qui ne s'est pas connecté, ça fait une semaine ou deux. Donc, tous les vendredis, nos formateurs s'arrêtent, passent en revue tous les apprenants qu'ils ont à leur dossier, vérifient, vont voir, OK, bon, bien, Georges, lui, c'est quand la dernière fois qu'il s'est connecté? Il est rendu au même point qu'il était la semaine passée, il a peut-être besoin d'aide, je vais communiquer avec lui. Donc, encore une fois, on va vers l'apprenant avant que l'apprenant va vers nous. Donc, on envoie aussi quand on travaille avec un groupe comme un centre de formation. Tous les vendredis, les formateurs vont envoyer un genre de rapport de progrès pour que les formateurs en présentiel, en salle de classe, puissent être là et puissent savoir, OK, bon, ben mon apprenant est rendu ici, il est rendu là. Si on a des difficultés, on va l'écrire aussi. Donc, il y a ce suivi-là. Ici, j'ai d'autres questions. Donc, le technicien est disponible à tous les cours, matin, après-midi et soir. Oui, oui, on s'assure, quand on crée nos cours, on s'assure qu'il est là pour qu'il puisse offrir le service. Combien d'étudiants actifs à la fois en moyenne sont supportés par ce service? Ça, c'est une bonne question, Lucie.
je dois dire qu'on a environ, dans nos cours autonomes, nos cours asynchrones, qu'on a environ, si je fais le calcul bien comme il faut, là, autour de 100, des fois 120 dans les périodes hautes à la fois. Puis c'est certain qu'un apprenant, il ne reste pas toute l'année. C'est des apprenants actifs, que je dirais. Donc, période peut-être plus douce à l'été, peut-être qu'on descend vers le 70-80, mais autrement, on roule vers le 100-120 pour les cours autonomes. Les cours en direct, encore une fois, ça, c'est des vagues. Hein. Les apprenants adultes suivent quand même les tendances des semestres. Là, on s'en va vers décembre, puis c'est un peu la fin d'un semestre. Les inscriptions aux cours en direct se font un petit peu moins, mais on peut avoir jusqu'à 3 à 4 cours en direct par semaine qui roulent avec des classes de 5 à 10 apprenants, parce qu'après 10 apprenants dans un même groupe en ligne, ça peut commencer à être un peu difficile à gérer. Donc ça, c'est à peu près le volume qu'on sert hebdomadairement, quotidiennement, que je pourrais dire. Est-ce que vous offrez les mêmes services pour les formations autoportantes? Donc, si je comprends bien, pour le cégep d'Abitibi-Témiscamingue, ce que vous voulez dire, et confirmez-moi si je comprends bien, quand vous parlez de formation autoportante, c'est les formations autonomes, asynchrones, c'est ça? OK. Alors, oui, les mêmes services sont là. Donc, on a, comme vous avez vu, on a notre technicien qui est là, qui va pouvoir aller communiquer avec les personnes au besoin. On a nos documents d'appui, nos marches à suivre vidéo, papier, l'outil de dépannage, etc. Alors, peu importe que ce soit un cours en direct ou un cours autonome, notre soutien est là des deux façons. Mm-hmm. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. C'est de bonnes questions qui font pousser la discussion, la présentation plus loin. Oui, bonjour François Dallaire, c'est DAF. J'aurais plusieurs questions. D'abord, bravo pour votre initiative, bravo pour les services que vous offrez, c'est vraiment merveilleux. Et j'aurais quelques questions à poser. Par exemple, LearnOpen, la tarification, le coût de cet outil. Est-ce que c'est un outil qui est dispendieux, qui est cher ou un outil abordable? Je vous dirais que le plus d'apprenants vous avez à servir, le plus abordable ça vient. D'accord. Le retour sur investissement est mieux. Nous, on est sur un plan, comme on dit en anglais, le grandfathered, parce que ça fait des années qu'on est là-dessus. Donc, je ne pourrais pas vous dire les tarifs d'aujourd'hui. Ils ne sont pas les mêmes. Ce qui est intéressant aussi, si vous me permettez, François, c'est que je veux vous montrer quelque chose parce que c'est quelque chose qui pourrait être pour, comment dire, diviser les coûts, surtout si on est plusieurs organismes qui travaillent ensemble. Laissez-moi juste retourner dans la plateforme parce qu'on peut avoir plusieurs portails sous un même compte. Donc, ça peut... oui, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, je vais aller vous montrer ici. Là, je vais rentrer dans mon panneau administratif. Donc, il y a peut-être des choses qui vont sembler différentes. Là. Donc, si on voit ici à la droite, on a des portails. Donc, on peut voir que j'ai dans mon compte, j'en ai 4. J'en ai un 5e qui est caché parce que c'est un qu'on peut faire des tests. Donc, je pourrais être associée avec 4 autres différents partenaires si je voudrais, puis on pourrait se séparer les coûts entre 4 personnes. OK, 4 partenaires et vous pourriez séparer les coûts entre 4 organismes. Oui, c'est ça. Je sais qu'on peut avoir juste un portail, on peut en avoir 3, 5. On a même fait la demande pour en avoir 13 pour chaque province du pays, etc. Puis c'est possible. Deuxième question, j'ai vu que là, actuellement, LearnOpen est mis sur vos serveurs, mais est-ce qu'ils offrent aussi une solution cloud? C'est-à-dire une solution externe. Si un organisme, par exemple, n'a pas de serveur, est-ce qu'il peut avoir accès à une version cloud? Ça, c'est une question un petit Ça peu sera technique. vérifié. Que si je comprends bien, c'est les cours qui sont hébergés sur la plateforme? C'est ça. C'est-à-dire que l'organisme n'a pas les ressources pour avoir un serveur, mais est abonné comme un service style, entre guillemets, Google Drive. C'est-à-dire que l'infrastructure est dans le cloud, est dans le nuage. Oui. Nous, c'est comme ça parce que nos cours sont hébergés dans le nuage sur Office 365, puis on va les déposer sur la plateforme. OK. Mais votre plateforme, en fait, elle est sur vos serveurs. Ça, c'est. Non, c'est sur le web.
Oui, c'est sur le web. OK, c'est peut-être un peu technique comme question. C'est parce que dans votre adresse de LearnOpen, je Ah, vois très bien oui, que c'est sur vos serveurs. oui, non, c'est pas sur nos serveurs. En fait, ce que LearnUpon offre, qui est vraiment génial, c'est OK. qu'on peut personnaliser le URL. Il va toujours Ah, avoir LearnUpon. Puis quand je suis dans mes différents portails, mon adresse est différente. OK, donc c'est dans le nuage. OK, OK, excellente question. Oui, Et juste un petit commentaire rapidement. Vous utilisez TeamViewer pour la prise de contrôle à distance d'un ordinateur pour aider vos apprenants c'est et ça. apprenantes, ce qui est excellent. Nous, au CEDAF, nous utilisons AnyDesk, qui est Oh, OK. très, très intéressant, plus simple encore à utiliser que TeamViewer et beaucoup moins cher. Donc, c'est juste pour mentionner AnyDesk, ANYDESK, qui est utilisé au CEDAF, beaucoup plus stable aussi que TeamViewer. Ah, Et dernier point, ça c'est parfait. J'avais juste un autre élément que je pense, mais je l'ai oublié, ça me reviendra. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. mais merci François, merci pour la suggestion d'Anida. Je l'ai pris en note, je l'ai écrit dans le clavardage. C'est certain que je vais aller revoir mon technicien puis je vais lui mentionner ça, puisque si c'est meilleur en fait de tarification, mais aussi en fait de, comme vous avez dit, plus stable aussi, ça c'est important. Oui, Rachel Anne, on a eu une question dans le clavardage. Combien d'étudiants en moyenne par séance de cours asynchrone Oui. et par cours synchrone? Alors, Nabia, comme je mentionnais, on peut avoir à peu près jusqu'à 100-120 personnes qui sont actives de façon asynchrone en même temps. Donc, chacun a leur rythme d'apprentissage. Certains vont faire un cours, il y en a qui vont en faire 23, etc. Donc, on en roule environ à 100-120 personnes actives en tout temps, qui suivent différentes formations sur leur plan d'apprentissage. Et puis, les cours synchrones, comme je disais, 5. Nous, on demande d'avoir un minimum de 5 personnes pour pouvoir offrir un cours et jusqu'à un maximum de 10. On a déjà fait 12. Ça commence à être beaucoup de personnes en ligne, 12. Pour offrir une meilleure expérience, on va essayer de limiter ça à 10, 8 même des fois. Donc, François qui est allé nous chercher la tarification, merci beaucoup pour, pour ça. Donc, c'est ça, la tarification change, comme je vous dis, selon le nombre d'apprenants actifs que l'on veut. Et par actif, c'est-à-dire que si aujourd'hui, Alain est connecté, mais moi, je ne le suis pas aujourd'hui, ben, ça compte juste comme une personne, même si on est 2 personnes inscrites sur la plateforme. Si Alain est connecté demain et moi aussi demain, ben, c'est 2 personnes actives. Donc, ça aussi, la tarification change selon. Et puis, il y a des taux aussi pour organismes à but non lucratif. Alors, si vous êtes un organisme à but non lucratif, mentionnez ça. Vous allez avoir quand même de bons rabais. Donc, en attendant de voir s'il y a d'autres questions, je vais revenir à ma présentation. Donc, comme je disais, la qualité n'a pas à coûter cher. Donc, des ressources qui sont gratuites ou peu coûteuses peuvent s'avérer des alliés indispensables à la réussite apprenante. Donc, on a déjà parlé de LearnUpon qui se trouve tout au bas. Adobe, c'est ce qu'on utilise pour nos formulaires PDF. Une ressource pour faire nos vidéos qui est Camtasia, qui est quand même très abordable, qui est plus abordable qu'Adobe Pro, par exemple, pour faire des vidéos. Puis c'est très facile d'utilisation, Camtasia. Je vais l'écrire ici dans le clavardage. Camtasia. Moi qui avais zéro formation en vidéo, j'étais en mesure de faire des petites vidéos tutoriels moi-même, tellement que c'est user-friendly, comme on dit, puis l'aide aussi, quand on va chercher de l'aide, c'est très intéressant. Si vous êtes un organisme à but non lucratif, je vous recommande de toujours aller vérifier sur TechSoup avant de faire l'achat de quelque logiciel que ce soit, puisque TechSoup fait en sorte qu'on peut avoir des rabais quand on est un organisme à but non lucratif. Zoom, qui est une autre application que nous, on utilise quand on veut faire des rencontres en ligne avec nos apprenants, des séances de tutorat individuel. C'est la plateforme qu'on utilise en ce moment pour la présentation. Ce qu'on aime de Zoom, qui peut être mieux que Skype ou etc., c'est qu'on n'est pas en train d'aller comme on n'a pas d'accès au compte d'un apprenant à Skype, c'est qu'il faut demander d'être ami, si je peux dire ça comme ça, avec l'apprenant
Et puis, on a juste envoyé un lien web, c'est très simple. On peut aussi faire des partages d'écran, que je sais qu'on peut faire avec Skype, mais il y a d'autres fonctionnalités qu'on peut faire avec Zoom, qu'on ne peut pas faire avec d'autres logiciels. L'application pour les OBNL, c'est TechSoup. Merci. Donc, c'est ça. Canva. Canva, c'est un outil vraiment intéressant que vous pouvez faire des choses gratuites. Tiens, si nous, ce qu'on a à la fin de chaque formation, quand les apprenants terminent une formation, c'est qu'ils vont recevoir une attestation qui dit félicitations, vous avez réussi le cours, par exemple, la construction d'une phrase. Et puis, il peut télécharger et avoir son certificat. Bien, ce certificat-là, on l'a fait avec Canva, qui est un outil qui propose déjà des modèles. Et puis, si vous me permettez, je vais aller sur le site web de Canva pour que vous puissiez voir quel genre de modèle on peut avoir là-dessus aussi. Canva.com, je pense. Ici, je vais me connecter. Voilà. Et ça nous fournit plein de modèles qu'on peut avoir selon, par exemple, si je veux faire une affiche, si je veux faire un post Facebook, un post sur Instagram, ce qui est intéressant, c'est que non seulement ça nous fournit des modèles, mais ça nous assure qu'on est dans les bonnes dimensions. Rien de plus plate qu'on crée quelque chose, puis là, on veut le mettre sur Facebook, puis c'est coupé. Ah, que c'est donc plate. Donc, ça nous permet d'aller voir différents modèles. On peut jouer avec, il y en a qui sont payants, donc il faut faire attention à ça. Puis on peut partir, par exemple, si je voudrais partir de ce modèle ici, je peux après ça aller modifier le texte comme je veux, etc. Changer même la police, blablabla. Puis après, je le télécharge, je le mets sur mes sites où je l'utilise comme gabarit pour peu importe ce que je veux dans le fond. Donc, c'est vraiment, comme je disais, la qualité n'a pas à coûter cher. Il y a plusieurs outils qui sont là. On utilise aussi PowerPoint quand on fait nos cours en direct. Donc, le look que nos cours en direct vont avoir, c'est fait avec PowerPoint. Puis, on a une graphiste aussi ici à la COFA qui s'assure que lorsqu'on a créé notre contenu, bien, que le tout soit en bonne et due forme, que ce soit beau, dans le fond, que ce soit alléchant à l'œil pour nos apprenants et que le look soit surtout uniforme d'une présentation à l'autre. Donc, voilà pour ça, pour les outils. Si vous avez des questions pour les outils, n'hésitez pas. Donc, comme je vous disais, nos prochaines étapes sont les cours en petites portions. Comme j'ai mentionné, j'ai parlé de micro-apprentissage. Donc, on est rendu là où on a repris, par exemple, tout notre cours de français. On a repris notre programme et nos 3 niveaux, puisque nous, on sert les 3 niveaux sur 5 de littératie. On a refait ça en plus petites bouchées. On a ajouté des notions débutantes qui manquaient. Donc, micro-apprentissage, des couleurs. Avant, on était un organisme dont la couleur primaire était le jaune. Et jaune n'est pas une couleur accessible. Alors, on a fait une migration vers de nouvelles couleurs. La visibilité des textes et des images, on veut vraiment repasser au travers tout ça pour s'assurer que tout est conforme, qu'on se conforme aux lois d'accessibilité sur le web, hein, surtout sur le web 2.0. La taille, le type de police aussi. On veut ajouter des transcriptions audio pour les personnes malvoyantes, des transcriptions de cours pour les personnes malentendantes. On a certains outils pour ça, mais on veut s'assurer de vraiment mieux répondre à notre clientèle. Donc ça, ce sont nos prochaines démarches d'accessibilité. Comme je vous disais tantôt, on est un organisme qui mise beaucoup sur l'amélioration continue. Vous pourrez nous revoir dans un an et on ne serait probablement pas à la même place qu'on est aujourd'hui parce qu'on cherche toujours à évoluer, à répondre aux besoins du marché. Surtout avec la formation en ligne, ça va vite, vite, vite. Il y a tout le temps des changements, il y a des nouvelles technologies qui apparaissent. Puis on a même commencé un peu à réfléchir à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a une façon d'incorporer dans notre formation? Si oui, de quelle façon? Il faut tout le temps s'assurer, par exemple, que ce soit pour les besoins d'apprentissage et pas juste pour le faire pour le plaisir, mais que ça ait vraiment une raison pédagogique pour laquelle on irait vers ça.
S'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, je vous invite, pardon, je vous invite à les écrire dans le clavardage. Pour moi, c'est un peu ce qui résume ma présentation d'aujourd'hui. Si jamais vous aimeriez que j'approfondisse quelque chose, j'avais réservé les 10 dernières minutes pour cela, si jamais on voulait aller pousser un sujet plus en profondeur, s'il y avait d'autres questions, etc. Oui, bonjour. J'aurais une autre question. Je l'ai retrouvée, en fait. Comme TeamViewer et AnyDesk sont des outils qui peuvent être très puissants et intrusifs, est-ce que vous faites signer ou vous indiquez à vos apprenantes et apprenants une décharge? Oui. Est-ce que certains organismes font ça? Ils font carrément signer «J'autorise la COFA à prendre le contrôle de mon ordinateur», parce qu'on a vu quelquefois des cas de gens qui disaient «J'ai quelque chose dans mon ordinateur, c'est votre intervention qui l'a créé». C'est des outils qui permettent un contrôle total jusqu'à un certain point. Là. Heureusement, ils ont amélioré les choses. Mais est-ce que vous avez comme une protection par rapport à l'utilisation d'AnyDesk ou de TeamViewer? Ah oui, absolument. Ça, il le faut. Puis nous aussi, puisqu'on est subventionné par un ministère, on a d'autres éléments qui se rattachent à ça. Donc, quand l'apprenant s'inscrit à la formation, il donne son consentement pour ça. Puis Nicolas demande aussi un second consentement verbal Excellent. pour l'utilisation de TeamViewer. Et puis, c'est l'apprenant ensuite qui clique sur le lien dans son courriel. Donc, il a Oui, toujours le choix de juste pas le faire ou pas. Mais non, on cherche le consentement. tout à fait. C'est dans l'inscription, puis le consentement verbal par la suite. Excellent. Merci. C'est un excellent point qu'il faut totalement adresser, surtout avec de nos jours, avec toutes les attaques qu'il y a, etc. La cybersécurité est tellement importante de nos jours. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, même des suggestions? On a encore le temps. Uniquement des commentaires positifs dans le clavardage, Rachel-Anne? Excusez-moi, c'est de nouveau moi. Oui. J'avais juste un petit commentaire, c'est que nous, on s'est aperçu que les vidéos explicatives peuvent avoir un double tranchant. C'est-à-dire que les gens, quelquefois, cherchent une information rapide sur un point précis et là arrivent et disent « Ah non, je ne vais pas avoir à me taper, entre guillemets, une vidéo pour… » Oui. Donc, la solution que vous appliquez, même je l'ai constaté, c'est que vos vidéos sont très courtes. Ah oui, absolument. 1 minute maximum. Oui, puis c'est intéressant que vous dites ça parce que justement, la semaine dernière, je passais au travers l'outil dépannage. Puis il y a eu des vidéos où je me suis dit, non, ça, il faut couper ça parce que ça répond, on lui donne plus d'informations qui est super utile, mais c'était pas sa question. C'est ça. Donc ça va être une autre vidéo pour une autre question. Je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. OK, c'est bon, merci. Tu sais, quand on disait tantôt faire peu avec le peu de mots, même chose pour les vidéos. Aller droit au but. Suggestions, questions, commentaires, vous pouvez utiliser le clavardage ou utiliser votre micro avec la caméra. On va laisser encore quelques temps. Bien, alors, ça mettrait fin à la formation d'aujourd'hui. Un gros merci à Rachel-Anne pour le généreux partage d'informations et l'excellent atelier. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, comme je l'ai dit au début de la formation, vous abusez du REFAD. On se fait un plaisir de faire circuler le tout vers Rachel-Anne. La même chose du côté de Rachel-Anne vers les personnes, les intervenants autour de la table. Je remets dans le clavardage la façon d'obtenir le document, le clavardage de lien vidéo sur l'atelier refad@sympatico.ca. On vous invite aussi à remplir les fiches d'évaluation de vos sites respectifs. Encore chapeau à Rachel-Anne et je lui laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Alain. Moi, je veux remercier le REFAD pour cette belle occasion. On en a eu une l'année dernière aussi, ça fait quelques années. On est très choyés, on aime ça faire un partage. On est un organisme qui comme je dis, toujours prêt à apprendre. On aime participer à vos ateliers. Comme on a pu voir, on a une idée grâce à quelque chose qu'on a participé il y a quelques mois. Alors, merci beaucoup. Continuez à faire ce que vous faites, le REFAD, vos publications, vos tables de discussion, etc. C'est vraiment génial. Donc, un gros merci à tout le monde qui était ici aujourd'hui. Vos questions, vos commentaires, tous très pertinents. Merci beaucoup. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, bon courage. On est presque là. Un gros merci tout le monde. Bon après-midi.